mais avec un ensemble de gauche qui est un petit peu moins fort que celui qui était espéré. À droite, eh bien, Nicolas Sarkozy va se trouver confronté au problème qu'a eu sa majorité pendant tout le quinquennat, à savoir l'absence de réserve de voix. Ce problème, elle l'a connu pendant toutes les élections intermédiaires, elle le connaît maintenant pour l'élection présidentielle, sauf à additionner, effectivement, comme l'a fait Jean-François Copé tout à l'heure, les voix de l'UMP et les voix du Front National. Mais ce n'est pas encore acquis, comme l'a dit Louis Alliot. En tout cas, on a bien vu que pendant cette campagne de deuxième tour, Nicolas Sarkozy va essentiellement s'adresser à cet électorat, c'est là que se trouvent les réserves de voix. Et Jean-François Copé, tout à l'heure, a commencé à parler essentiellement d'immigration et d'insécurité. En ce qui concerne François Bayrou, il ne sera pas, comme en 2007, l'arbitre du deuxième tour. Alors, Louis Alliot, peut-être une petite réaction. Marine Le Pen totalise 19% d'après nos estimations des suffrages. C'est plus que son père, qui avait fait 16,86% en 2002. C'est une satisfaction pour Marine Le Pen. C'est une satisfaction, c'est une victoire, mais c'est aussi la conséquence des mensonges permanents de la classe politique qui systématiquement se fait élire sur des promesses, sur des idées, et qui systématiquement ne tient jamais compte de ce que veut le peuple réellement. Et je crois que ce soir, la seule surprise du scrutin, c'est le niveau élevé du score de Marine Le Pen, dont tout le monde ne pressentait pas, sauf pour ceux qui sont sur le terrain. J'ai des scores dans la ruralité. Marine Le Pen est souvent première dans les départements ruraux. À Perpignan, elle est devant Nicolas Sarkozy et ailleurs. Ça prouve bien, on peut le dire, que la droite a tout renié, a tout trahi. Et aujourd'hui, elle paie comptant ce qu'elle a renié et ce qu'elle a trahi envers son électorat. Alors la droite, Alain Juppé, quand un Front National est à 20%, apparemment, sur qui peut-on compter quand on est le chef de l'UMP, ou en tout cas le candidat de l'UMP, arrivant en deuxième position? Sur les Françaises et sur les Français. Il n'y a pas des partis politiques propriétaires de leur voix. Il y a toujours des soutiens et des coalitions, d'une certaine façon. Ça n'est pas honteux. Nous ne ferons pas de coalition entre partis au deuxième tour. Nous n'additionnerons pas Joly, Mélenchon, Hollande. Le président Sarkozy se présentera en s'adressant à tous les Français. Mais je veux faire simplement une remarque. C'est que samedi, c'était hier, l'élection était pliée. Hein, si on écoutait les commentaires, c'était joué. Bien aujourd'hui, ce n'est pas joué. On s'est trompé. Les sondeurs se sont trompés. On nous a expliqué que la campagne n'intéressait pas les Français. Ils sont venus voter en masse, presque autant qu'en 2007. Il n'y a pas de poussée de la gauche. Quand on totalise l'ensemble des partis de gauche, on est à 42,5 selon les sondages, c'est-à-dire la même chose qu'en 2007. La poussée de Mélenchon n'a pas eu lieu. Et donc, globalement, il n'y a pas de poussée de gauche. Il y a une poussée du Front National. De mon point de vue, ce n'est pas un vote idéologique, c'est un vote de crise. C'est un handicap pour l'UMP. Je comprends parfaitement la souffrance de ceux qui se laissent séduire par des discours totalement démagogiques. Parce qu'évidemment, évidemment, que c'est un vote de crise. Bien sûr. Quand même évoluer dans la perception. Ça fait 5 ans qu'il y a une crise. Ne vous excitez pas trop. Restons calmes. Moi, je reste tout à fait calme. Moi, je m'adresse aux électeurs, pas au parti du Front National qui ne m'intéresse pas. Je m'adresse aux électeurs et ils ont des préoccupations. Les électeurs du Front National n'intéressent pas M. Copé. Il a parlé du parti. Heureusement que vous êtes là pour rectifier. Non, mais moi, je ne suis pas venu ici pour faire un combat de coq. Hein, voilà. Donc, je suis venu pour essayer d'expliquer que l'élection ne s'est pas passée. Vous n'arriverez pas à m'énerver, vous savez. J'ai pris de la bouteille. Oui, non, aussi un peu de temps, pas si vite que ça, pas si vite que ça. Vous devriez vous arrondir un petit peu. Je voudrais essayer de... Non, mais je ne veux pas répondre. Je voudrais essayer simplement de continuer en disant que maintenant, on passe à autre chose. Après une campagne 9 contre 1. Des attaques insensées contre Nicolas Sarkozy. Une caricature scandaleuse de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Parce que moi, je suis fier de ce qui a été fait pendant 5 ans. On a résisté à la crise beaucoup mieux que la plupart des pays qui sont autour de nous. On a fait toute une série de réformes que le Parti Socialiste va empocher. C'est très amusant de voir ça. Le crédit impôt recherche, le programme des investissements d'avenir, le Grenelle de l'environnement, tout ça, ils gardent. Ils mettent ça en poche. Donc, c'est un grand succès. C'est un grand succès. Je peux vous dire que dans une ville comme Bordeaux, on se déplace radicalement différemment de ce qui existait avant le Grenelle. Donc voilà. On a un bilan, je crois, qui est positif. Et maintenant, on va passer naturellement à quelque chose d'autre, qui est cette campagne, projet contre projet. Et le choix est clair. Est-ce que les Français vont choisir une France administrée et assistée, avec une Europe qui va partir dans toutes les directions, hein, puisqu'on va remettre en cause tout le travail qui a été fait depuis 2 ans, ou est-ce qu'on va choisir une France forte, c'est-à-dire compétitive, et pour les riches, juste, et ça c'est un truc qui ne tient pas la route, madame. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Les 75%, M. Hollande a déjà déclaré que ça ne rapporterait pas 1 franc, 1 euro par an. Alors attendez, Alain, je vais peut-être la réponse, mais surtout sur ce procès-là non plus n'est pas acceptable. Surtout sur l'addition des voix de gauche. Je disais une Europe qui soit une Europe forte, c'est-à-dire une Europe qui fasse respecter ses frontières. On a fait des propositions
position très forte s'agissant de Schengen, une Europe aussi qui défende ses intérêts à travers le monde, avec le principe de réciprocité que la Commission, et M. Moscovici doit le savoir parce qu'il connaît bien ces questions, vient d'adopter et de proposer. Bref, on a un programme cohérent, et c'est maintenant ce que nous allons faire en repartant au combat avec beaucoup de confiance. Rien n'est joué, et tout est possible. Je voudrais rassurer M. Juppé, ce sera bien un combat à deux, face à face, projet contre projet. Pas de problème. François Hollande va mener le second tour sur la base de son projet. Il a reçu des soutiens, mais il n'y a pas de négociation. Et c'est sur la base de son projet qu'il va avancer vers les Français. Mais c'est aussi important d'avoir ces soutiens, parce que ça veut dire qu'il y a déjà des hommes, des femmes, qui ont jugé utile de se rassembler derrière François Hollande. Mais Alain Juppé, vous dites que tout cela est moins fort que prévu. En tout cas, cette addition de blocs. C'est additionnel. Ça fait 42,5. La gauche fait 42,5. La même chose qu'en 2007. Il n'y a pas de poussée de la gauche. Non, en 2007, pardonnez-moi, vous n'avez pas de chiffres. En principe, la gauche faisait 36%. Elle était d'ailleurs à son niveau historique le plus faible. On parle du bloc de gauche. Depuis, le bloc de gauche n'a jamais fait un score aussi élevé depuis 1988. C'est ça la vérité. Et d'ailleurs, dans d'autres estimations, il est au-dessus de 42,5, il est plutôt à 44. Mais enfin, on ne fait pas d'arithmétique en effet, on fait des projets. Et puisque vous avez évoqué ce débat projet contre projet, nous l'aurons, et notamment sur la question européenne. Parce que sur la question européenne, non, sortir de Schengen n'est pas une issue. En revanche, ne pas signer, ou plutôt ne pas ratifier le traité d'austérité qui enfonce la France dans un cycle infernal où d'une part on ne parvient pas à se désendetter, où on ne parvient pas à réduire ses déficits, où on n'a pas de croissance, et où du coup le chômage de masse et la récession sont au rendez-vous, là c'est un vrai débat de société. C'est vrai, et nous pourrons l'avoir dès ce soir, parce que je veux m'inscrire totalement en fausse contre ce que vous dites. Vous le savez très bien, ce traité est un traité qui comporte 3 volets. Il y a une discipline budgétaire à laquelle personne n'échappera. C'est totalement inexact. Les Français ont des questions. Je vous mets au défi, M. Moscovici. On va rejoindre Jean-Pierre Pernaut à Louviers. Les Français ont beaucoup de questions à vous poser. Nous en avons qui sont à Louviers avec Jean-Pierre Pernaut. Il y a la gouvernance économique. Est-ce que Jean-Pierre nous entend? Désolé de vous interrompre, il y a des Français qui attendent. Ça s'appelle un pâté d'alouette. Ça s'appelle un pâté d'alouette. Vous venez de reconnaître qu'elle est 3 fois. Jean-Pierre, mais oui, je vous entends, Laurence. Je vous entends très bien. Je vous entends très bien de Louviers, où on a suivi très attentivement à la fois l'annonce des résultats et puis les premiers commentaires des uns et des autres. Je ne sais pas si vous m'entendez sur le plateau. On vous entend bien. Ici, c'est beaucoup plus calme. Ici, entre les électeurs, de tous bords, c'est beaucoup plus calme. Ils ont réagi positivement, négativement. Et puis, il y en a un qui voudrait poser une question à l'un de vos invités, Monsieur Krikioch, qui est plutôt centriste. Centriste, ouais, donc un des perdants de la soirée, on va dire. Pas trop déçu du score de M. Bayrou? Bah oui, déçu, surpris. Je ne pensais pas que ça allait être aussi rejeté, parce que moins de 10%, ça... Alors c'est l'une des clés du second tour. Que vont faire les centristes? L'une des clés. Je dirais qu'une manière générale, je suis un peu perplexe par rapport à la qualité du débat ce soir, où tout le monde se partage le gâteau, tout le monde se chamaille sur les chiffres. La vraie question qui nous concerne pour la plupart, c'est concrètement, là je voudrais poser la question et aux responsables socialistes et aux responsables de l'UMP, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer le pouvoir d'achat des Français? Sans vous bagarrer sur les chiffres et sans piquer, vous partagez le gâteau quand même. Alors Manuel Valls, qui nous a rejoint, on salue Ségolène Royal aussi, qui est arrivé sur ce plateau il y a quelques instants. Que répondez-vous donc à ce Français? Mais qu'on ne se bagarre pas sur les chiffres, que l'élection présidentielle, il vient de le démontrer, est une affaire sérieuse, qui amène des millions de Français à participer, beaucoup plus que ce que l'on avait prévu, et c'est une bonne chose pour la démocratie, qu'on ne se bagarre pas sur les chiffres, parce que les Français ont décidé de mettre François Hollande en tête. Non, mais la parce que c'est ce projet. J'ai bien entendu Claire Chazal le sujet, mais je ne veux pas qu'on recommence l'idée que les débats ne seraient pas intéressants et que les uns et les autres ne seraient pas à la hauteur de l'attente des Français. Et que précisément parce que et l'emploi, et la précarité, et le pouvoir d'achat, c'est la question qui vient d'être posée, s'était dégradé au cours de ces 5 dernières années. Et ce n'est pas seulement l'effet de la crise. La crise est là, oui, Monsieur Juppé, mais c'est aussi l'effet d'une politique qui est jugée profondément injuste. Quand un président de la République sortant fait 25 ou 26 ou 27% des voix, qu'il n'a pas en plus la capacité de rassembler, c'est qu'il y a un désaveu terrible d'une politique, d'un homme et d'un comportement. Et donc les propositions de François Hollande, qui seront les mêmes pour le second tour, concernent l'augmentation de l'allocation de la rentrée scolaire, première mesure importante pour les familles, puisqu'il faut être précis, et que le pouvoir d'achat, l'emploi, la lutte contre la précarité, la moralisation de la vie publique vont être au cœur de sa campagne tout au long des 15 jours qui nous restent d'ici le deuxième tour. Alors sur le pouvoir d'achat, la Juppé... Je crois que ce que vient de dire
Monsieur Valls, c'est intéressant parce qu'on voit bien la différence. Il y a une conception qui consiste à distribuer de l'argent public, hein, des allocations. Et puis il y a une autre, oui, d'ailleurs nous les avons maintenues en leur temps, et même augmentées, mais on ne peut pas se borner à ça. Aujourd'hui, il faut créer de la richesse. Et nous, notre objectif, l'objectif de Nicolas Sarkozy, il est clair, retrouver un chemin de croissance suffisant pour créer de la richesse pour tout le monde et mieux la distribuer. Et pour ça, nous avons un maître mot qui est totalement absent du programme de M. Hollande, c'est le mot compétitivité. Ça veut dire quoi le mot compétitivité? C'est un gros mot, je le reconnais. Ça veut dire non seulement produire français, comme le dit M. Bayrou, mais ça veut dire vendre français, c'est-à-dire produire à des prix qui soient comparables à ceux de nos concurrents. Et nos concurrents, contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas vraiment en Chine. Nous avons autant de commerce avec la Belgique et 2 fois plus avec l'Allemagne qu'avec la Chine. Et donc, la compétitivité, nous faisons des propositions très précises sur la durée du travail, ce sont les accords compétitivité-emploi, sur la formation professionnelle qui ne marche pas bien aujourd'hui. En 3e lieu, sur l'innovation et la recherche, nous avons fait un programme fantastique qui est le programme des investissements d'avenir là-dessus. Et enfin, réforme qui est en train d'être validée par la Commission, une réforme du financement de la protection sociale pour que les charges assises sur le coût du travail soient partiellement transférées sur un autre impôt, qui est un impôt moderne et intelligent, qui est la TVA. Voilà un programme cohérent, qui est un programme de création de richesse et donc de distribution d'un pouvoir d'achat qu'on a créé avant de le distribuer. C'est tout le débat sur l'austérité, au fond, et la relance. On a eu le sentiment Il faut faire les deux. Oui, mais on n'a pas très bien compris ce message, et je crois que beaucoup d'instituts l'ont souligné ces derniers temps, à gauche comme à droite d'ailleurs. Je veux bien l'admettre, Madame Chazal, mais justement, l'objectif de la campagne entre les deux tours va être peut-être de le faire comprendre. On ne peut pas, il faut marcher sur 2 pieds. Oui. Il faut marcher sur 2 pieds. Il faut marcher sur le pied de la stabilité. On ne peut pas dépenser plus qu'on ne gagne, il faut réduire les déficits. Et d'ailleurs, M. Hollande dit qu'il veut réduire les déficits d'ici 2017 en les ramenant à 0. Il n'y arrivera pas compte tenu de ses promesses, mais il le promet. Donc il fait de l'austérité lui aussi. Et de notre côté, il faut de la croissance. Et ce que je soutiens, c'est qu'en mettant en l'air les traités européens qui ont été si durement négociés, on va recréer en Europe des turbulences qui vont couper le léger frémissement, très léger, je veux bien l'admettre, la réponse de Mme Royal. Il est 20h56. Nous attendons toujours les discours des principaux candidats, à savoir François Hollande et Nicolas Sarkozy. Mme Royal, votre réponse à Alain Juppé. Mais Monsieur Juppé, si vous avez d'aussi bonnes idées, pourquoi ne les avez-vous pas appliquées pendant... On en a appliqué des tas. Pourquoi ne les avez-vous... Est-ce que vous allez garder le contrat, le crédit impôt recherche? Est-ce que vous allez le garder? Bien sûr, on va encourager la recherche. Merci de le reconnaître et je pourrais allonger la liste. Alors cessez de dire que nous n'avons rien fait, ça ne marche plus. C'est pas ce que j'ai dit. Cette caricature que vous faites du quinquennat de Nicolas Sarkozy est inacceptable. Ne vous fâchez pas, Monsieur Juppé, gardez votre calme. Vous avez fait campagne là-dessus sans cesse et ce n'est pas vrai. Nicolas Sarkozy a été confronté à de très graves difficultés, je le reconnais. Il a bien réagi, mais on a fait beaucoup de réformes. Voilà, je m'arrête. Monsieur Juppé, le choix pour les Français aujourd'hui, il est clair. Oui, il est entre continuer avec vous, et au nom de quoi vous, qui avez pris tellement d'engagements que vous n'avez pas tenu, vous êtes maintenant... Je vous ai écouté, alors un petit peu de politesse. Vous êtes maintenant disqualifié pour prendre de nouvelles promesses, et c'est pourquoi nous devons nous rassembler autour du candidat socialiste qui aujourd'hui est en tête. Et on voit derrière vous l'image de l'arrivée de Marine Le Pen. Qui est en tête alors que vous pensiez l'être. Et cette force de rassemblement doit s'accentuer entre les 2 tours pour que vraiment les Français aient droit aux changements auxquels ils aspirent et ce qu'ils ont marqué dans leur vote lors de ce premier tour. Il faut d'ailleurs les en féliciter. On nous avait dit que les Français allaient s'abstenir massivement. Ils sont venus voter, ils ont saisi leur bulletin de vote, ils n'ont laissé à personne d'autre le soin de décider pour eux. L'élection présidentielle, c'est le moment où le vote d'un ouvrier vaut celui d'un patron du CAC 40, où le vote d'une caissière vaut celui d'un ministre. Et c'est ça que les Français ont compris et c'est pourquoi ils sont venus voter. Quant au choix qu'il y a à faire, c'est très simple. La principale réforme, vous posiez la question du pouvoir d'achat tout à l'heure, la première réforme, ça sera la réforme du système bancaire. Parce que nous, on veut un système où les banques obéissent au lieu de commander. Et c'est cela que les Français attendent, c'est d'être libérés de cette voracité financière qui détruit tout. Alors on va écouter Marine Le Pen, tandis que Florian Philippot, d'ailleurs son directeur de campagne, est venu nous rejoindre. Nous nous retrouvons avec Amandine Atalaya qui se trouve au QG de Marine Le Pen et qui, vous le voyez, attend que le calme se fasse pour parler. On va l'écouter dans un instant. Oui, Marine Le Pen qui vient de monter sur scène dans une bousculade indescriptible. Elle est passée juste à côté de son père. Il y a des centaines de militants autour, des centaines de journalistes aussi. Courage et dignité se sont invités ce soir contre toute attente
à la table des élites. Ce premier tour n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'un vaste rassemblement des patriotes de droite comme de gauche, des amoureux de la France et des défenseurs de son identité, des amoureux de l'exception française. Quoi qu'il puisse arriver dans les 15 jours à venir, la bataille de France ne fait que commencer. Chers amis français, rien ne sera plus jamais comme avant. Car face à tout le système coalisé, à coups de mensonges et de faux sondages, nous tous, ensemble, avons fait exploser le monopole des deux parties de la banque, de la finance, des multinationales, du renoncement et de l'abandon. Nous avons porté plus haut que jamais les idées nationales. Mais il ne s'agit là que d'un début. Maintenant, face à un président sortant à la tête d'un parti considérablement affaibli, nous sommes désormais la seule et véritable opposition à la gauche ultralibérale, laxiste et libertaire. Dans la France des clochers, des terroirs, dans nos campagnes, dans nos grandes régions industrielles, les ouvriers, les agriculteurs, les pêcheurs, les petits fonctionnaires, les commerçants et les artisans, tous ceux qui travaillent et qui souffrent, qui ont la France au cœur, tout cela ont fait monter la vague bleu marine qui fait ce soir, je vous le dis, trembler le système. Mais j'ai besoin de vous pour continuer le travail à accomplir et le renverser définitivement pour rendre au peuple français sa liberté, sa souveraineté, sa dignité, sa fierté. Tous ensemble, dans ce grand élan de fraternité que nous incarnons, nous imposerons le grand changement que vous attendez. Car tous unis, tous rassemblés, tout est possible maintenant. C'est le chemin du renouveau national, du retour de la croissance, de la restauration du pouvoir d'achat et de l'emploi, de la sécurité rétablie, du bonheur d'être français, enfin retrouvé. C'est ce chemin que nous sommes en train d'emprunter. Mes amis, il nous mène au retour de la France. Des millions de Français ce soir sont entrés en résistance. Ça n'est qu'un début. Continuons le combat. Bravo et merci. Alors, on va peut-être, voilà la déclaration de Marine Le Pen, la toute première. On va entendre Florian Philippot dans un instant. On va peut-être quand même revoir nos chiffres qui sont d'ailleurs affinés minute par minute grâce à TNS Sofres. Voici donc les deux candidats qualifiés pour le deuxième tour, avec donc des chiffres qui sont un tout petit peu différents de ceux que nous vous donnions à 20h. François Hollande, 28,6%, Nicolas Sarkozy, 27%. Marine Le Pen avec un chiffre à 18,3 qui est donc revu à la baisse par rapport à tout à l'heure puisqu'il était à 19%. Jean-Luc Mélenchon à la hausse, 11,1% contre 10,8 tout à l'heure. Et François Bayrou, 9%, en dessous donc de la part des 10%. Et puis viennent ensuite Eva Joly, 2,3%, Nicolas Dupont-Aignan, 1,7% et Philippe Poutou, 1,2%. Alors Florian Philippot, tandis qu'on découvre aussi les derniers candidats, bien sûr, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, Marine Le Pen dit « Je fais trembler le système », ou en tout cas grâce à ce vote et à ce résultat de ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Appeler à voter Elle l'a dit, le peuple s'est invité à la table des aristocrates, des élites ce soir.
Il n'était pas prévu. Ça devait être un petit match bien conformiste entre l'UMP et le PS qui font semblant encore ce soir de s'écharper, par exemple sur le pouvoir d'achat, alors qu'ils sont en train de signer tous les traités européens, de voter toutes les directives européennes, de choisir le libre-échange, l'ultralibéralisme. Eh bien non, il y a la surprise Marine Le Pen qui est là, qui fait près de 20% manifestement des voix et qui va bousculer le système et qui incarnera demain vraisemblablement la seule opposition, la vraie opposition. Parce que si Sarkozy perd, il a dit « je pars ». C'est la Dolce Vita, je m'en vais. Alors que restera-t-il à la place de l'UMP? Un champ de ruines? La guerre des chefs? Entre M. Juppé qui était là mais qui n'est plus là, entre M. Barouin, entre M. Copé, etc. C'est pas ça une opposition à la gauche. Pour le moment, ils sont unis. Oh, on a déjà vu quelques dissensions. Voilà, bien sûr, Nadine Morano va vous répondre. Du départ de Nicolas Sarkozy très probable, on sait très bien que ce sera la guerre des chefs, qu'il n'y aura pas de chef légitime. Alors il faut une vraie opposition. Marine Le Pen, elle est là, elle s'est invitée à la table des élites, mais elle sera là demain aussi. C'est ça la grande différence. Pour les législatives. C'est une force d'avenir. Oui, aussi pour les législatives, bien sûr. Alors, je pense que nous allons faire un score absolument extraordinaire et avoir beaucoup d'élus, beaucoup de députés lors des législatives. Ça dépend des Français. Il faut se faire entendre face à ces deux mastodontes qui ont perdu quand même ce soir. Je note quand même que je ne crois pas que ça a été dit encore. C'est la première fois qu'un président sortant Bayrou, qui s'apprête à n'est pas en tête au premier tour. On va rejoindre sans doute la salle où se trouve François Bayrou, qui est donc sur scène et qui va s'exprimer dans quelques instants. On salue la présence de Philippe Douste de Blazy sur notre plateau et de Clémentine Autain, qui viennent de s'installer avec nos invités politiques. Nous sommes avec Ségolène Royal, Manuel Valls, Florian Philippot et Madame Morano. Peut-être une réponse très courte en attendant que Monsieur Bayrou s'exprime. Il va parler, non? Je pense qu'il va s'exprimer, oui. Alors, écoutons-le et je répondrai après. Très bien. Je pense ce soir en premier lieu aux 3 millions de Français qui m'ont apporté leur suffrage. Ce n'est pas le score que nous espérions, mais ils sont une force. Et de cette force, le pays aura besoin. Car l'inquiétude que nous pouvions ressentir, celle sur laquelle j'ai alerté sans cesse, l'inquiétude sur la situation du pays, cette inquiétude est ce soir brûlante. L'extrême droite, à 20% en France en 2012, c'est la gravité de la crise étalée devant tous les yeux. Crise du chômage, crise économique, crise sociale, crise morale, et ces crises s'additionnent. Alors bien sûr, notre score est au-dessous de nos attentes, mais ce que nous avions vu et diagnostiqué de l'état du pays, de l'état réel du pays, est là plus impressionnant que jamais. Le mal français est là et il s'aggrave. Et le seul chemin disponible pour en sortir, ce sera un jour ou l'autre celui que nous avons proposé aux Français. Une politique nouvelle, courageuse, qui aille pour une fois au fond des choses, soutenue par une union nationale pour remettre le pays sur ses rails. Je vais m'adresser aux deux candidats sélectionnés pour le deuxième tour. Je vais leur dire ce qui est pour nous l'essentiel, en termes de valeurs, en termes d'actions à conduire. J'écouterai dans les jours qui viennent leurs réponses et je prendrai mes responsabilités. Mais il suffit de regarder ce paysage éclaté, le trouble du pays, les difficultés économiques et financières, pour comprendre que ce qu'il faut pour l'avenir, ce qu'il faut construire d'urgence, c'est une force d'équilibre au centre qui résiste aux extrêmes et aux démagogies. C'est cette force que nous devons construire avec tous les démocrates et les républicains. Et nous devons aussi construire les institutions nouvelles qui empêcheront l'explosion qui menace du pays. Nous serons présents à ce rendez-vous. Nous construirons cet avenir. Je vous remercie. De François Bayrou qui vient donc d'annoncer qu'il allait s'adresser aux deux candidats UMP et PS afin de désigner et de conclure des consignes de vote. Nadine Morano, votre réponse? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce soir, c'est le plantage total des instituts de sondage et que la réalité des Français et du terrain a parlé. Et je pense aussi que pendant ces 15 jours qui viennent, il sera plus utile d'entendre les Français sur le terrain parce que ce qui est arrivé ce soir, avec les deux candidats... C'est plus facile de dénoncer les sondages. Non, je l'ai dit, j'ai fait une expression publique.
Toujours sur Télésud, merci de rester avec nous et de faire passer l'information. Commentaire sur cette soirée électorale, des images en partenariat avec TF1. Sur le plateau, la gauche moderne vient de nous rejoindre. Mais avant cela, je voulais vous laisser finir, Monsieur Thomas, sur la question des élites. Mais enfin, le mot en français élite veut dire qu'il y a ce qu'il y a et il y a ce qu'il n'y a pas dans l'élite. Soit tout est élite et le mot n'a plus de raison d'être, soit il a sa raison d'être et donc il y aura toujours ce qui ne fait pas partie de l'élite. Oui, mais le fait qu'il y ait une élite noire n'empêche pas aujourd'hui l'extrême droite de progresser et qu'au contraire, je pense que c'est parfaitement compatible d'avoir des cautions qu'on met en avant comme ça pour essayer de faire croire que la France devient un pays d'égalité de traitement dans lequel on est juste avec tout le monde sans aucune discrimination, alors qu'en réalité, les discriminations se sont aggravées d'une manière terrible. Je parle des discriminations dans l'accès à l'éducation. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours qui établit que plus on est dans un bon quartier, plus l'État dépense d'argent pour vos enfants, alors que quand on est dans une périphérie, quand on est dans une ZEP, l'État dépense beaucoup moins d'argent pour vos enfants. Voilà l'inégalité de traitement telle qu'elle s'applique aux gens qui habitent dans les banlieues. Et aujourd'hui, on ne peut pas, on va dire, gommer tout cela sous prétexte qu'il y aurait une élite noire maintenant qui monterait dans les états-majors des partis politiques. Le vrai problème, il est pour la majorité des gens issus de l'immigration et qui vivent les ségrégations, la ségrégation dans l'habitat, la mise à l'écart dans les périphéries les moins desservies par les transports, là où il y a le plus de difficultés, là où il y a le plus de délinquance. Voilà l'état de notre pays et on ne peut pas cacher tout ça avec quelques élites qui monteraient dans les états-majors des partis politiques. Monsieur Ségadou-Kouré, Marine Le Pen dit rien ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réflexion-là? Et puis, autre question aussi, est-ce que l'élite se décline en mode blanc ou noir et rien au milieu? Voilà, tout à fait. Je voulais répondre à cette question-là au départ, mais Nathalie y a répondu. Pour nous, la diversité ne veut pas dire simplement mettre ensemble que les Noirs, les Arabes, les Asiatiques. Dans la diversité que nous représentons à l'intérieur de l'UMP, il y a naturellement tout ça. Et Nathalie l'a dit également, elle est antillaise. Donc, c'est une nuance, hein, pardonnez-moi, Simplement, c'est pour illustrer la question que vous posez. La deuxième chose, c'est que il faut arrêter, parce que moi, ça fait 40 ans que je suis à droite, et j'en ai vu des choses passer. Il faut arrêter de nous servir tout le temps les racistes contre les humanistes. Ça, je pense qu'il faut arrêter ça. La deuxième chose, il faut arrêter aussi d'opposer toujours la France aux étrangers. Nous sommes certes d'origine étrangère, mais je pense que la meilleure reconnaissance qu'on peut avoir vis-à-vis de cette République, c'est en même temps cette place qu'on nous donne, à droite ou à gauche. En tout cas, moi, je revendique ma francité. Et je peux dire, certes, il y a des partis comme Marine Le Pen que nous combattons. Et je pense que Marine Le Pen, depuis son père, combat beaucoup plus la droite républicaine que la gauche. Et ça, c'est une constante dans la politique de Marine Le Pen. Ce que je voudrais dire, et je réponds à madame, ce que vous dites est bien vrai du MoDem, c'est que effectivement les questions que pose Marine Le Pen, ce sont les vraies questions que rencontrent les Français. Mais pourquoi les autres candidats ne les posent-ils pas, à votre avis? Les autres candidats le posent, mais pas dans les mêmes termes. Pourquoi pas? Parce que tout simplement, ce n'est pas un parti de gouvernement. Quand on n'aime pas un parti de gouvernement, on a tendance à aller beaucoup plus vers les extrêmes. Alors, je voudrais dire à mon frère du CRAN, je suis un membre fondateur du CRAN. Mais j'ai remarqué simplement, contrairement au discours que vous tenez, que si dans ce pays, la diversité en est là, je pense que Patrick Lozès a voulu être candidat à un moment donné, pourquoi ne l'a-t-il pas été jusqu'au bout? Parce que nous avons échoué sur un certain nombre de choses. Alors permettez-nous, nous qui avons des engagements politiques, de nous battre dans notre famille politique, dans nos différentes familles politiques. Et pour terminer, Lady, je dirais simplement, comme Jean-François Copé l'a dit tout à l'heure, c'est que la récréation doit être maintenant terminée. Pourquoi je le dis? C'est parce que pendant des semaines et des semaines, il y avait un match que je jouais à 9 contre 1. Je n'ai pas vu un seul candidat qui n'était pas candidat anti-Sarkozy. Eh bien, malgré tout ce qu'on a dit de lui, malgré tous les défauts qu'on a attribués à Nicolas Sarkozy, il arrive deuxième à 1,5 point seulement après comment ça s'appelle? Ça aurait dû être pire, c'est ce que vous nous dites. Ça aurait pu être pire. Plus ou dû. Oui. Alors, moi, je voudrais dire à mon ami qui disait tout à l'heure, les colonialistes.
Le premier ministre décolonialiste, entre guillemets, c'était François Mitterrand. Rappelez-vous les années 50 et les années 60. Donc, il faudra arrêter maintenant de nous servir cette soupe-là pendant très longtemps. Vous parlez du merci que devraient dire les gens de la diversité à la République. La République, en revanche, aurait-elle à dire merci à toutes ces personnes venues d'ailleurs? Et pour quelle raison? Moi, je pense qu'on l'a dit, et je reconnais effectivement, j'ai lu pas mal de bouquins, pas mal d'articles que... comment s'appelle, la diversité, l'immigration est une chance pour la République, est une chance pour la France. Et je voulais dire la meilleure chance pour ce pays, c'est nos enfants, c'est tous ces jeunes, certes, qui ont des difficultés. Et vous l'avez souligné, Koumba l'a dit tout à l'heure. Certes, il y a des insuffisances. Certes, aujourd'hui, nous n'avons pas répondu à toutes les questions. Mais je vois des jeunes monter de nos quartiers, de nos villes, qui en veulent, qui ont certes des choses à reprocher généralement aux partis en général et au parti de droite qui est au pouvoir, au parti du pouvoir, mais je dis qu'il y a de l'espoir dans ce pays. Il y a de l'espoir dans ce pays parce que jamais dans ce pays nous avons eu des jeunes avec autant de diplômes qui tapent aux portes de la République, qui justement, ces portes de la République ne sont pas ouvertes pour ces jeunes. Et notre devoir à nous, qui nous sommes engagés dans les différents grands partis politiques, c'est de permettre à ces jeunes-là de trouver de l'espérance et de trouver de l'espoir. Je voudrais laisser M. Jean-Marie Bockel, qui nous a rejoint, le soin de commenter ce que j'appellerais votre mea culpa, si je peux me permettre. Je rappelle que vous êtes donc ancien ministre de la République, sénateur. Vous avez la parole, donc je voudrais vous laisser aussi nous parler des résultats. Bien sûr. Des pourcentages. Que n'avait-on entendu ces jours-ci? Nicolas Sarkozy avait tous les mots, clivait les Français, avait à peine le droit de se présenter. Et aujourd'hui, on voit évidemment un résultat qui n'est pas, comme souvent, celui qui était attendu. L'aspect le plus positif, naturellement, c'est la très bonne résistance du candidat Sarkozy. L'aspect plus négatif, c'est évidemment le score élevé de Marine Le Pen. Vous savez, je ne suis pas seulement sénateur et ancien ministre, j'ai surtout été pendant 21 ans maire de Mulhouse. Et Mulhouse, en Alsace, la deuxième ville d'Alsace, je préside toujours l'agglomération, donc je garde bien les pieds dans cet ancrage. C'est vraiment la ville de la diversité. Il y a des citoyens qui sont vraiment issus de toutes les origines. Et le Front National, à mon deuxième mandat de maire, il est monté à 31% au premier tour. C'était une bataille terrible, 33% au deuxième tour. Et puis au fil des années, il est redescendu à un peu plus de 10. Alors on n'est jamais à l'abri d'un pépin et les problèmes sont toujours là. On ne les a pas tous résolus, évidemment. Il y a des problèmes très profonds. Je veux dire simplement qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a des gens qui ont voulu exprimer quelque chose, c'est sûr. Vous en avez parlé déjà longuement autour de ce plateau. Parfois des choses diverses, parfois des choses même sûrement contradictoires. Mais nous sommes également dans un vote de crise. Ça, tout le monde l'a compris. Et aujourd'hui, le deuxième tour, ça ne va pas être d'être dans l'instrumentalisation ou d'être dans la chasse au vote Le Pen ou que sais-je encore. Le deuxième tour, qui est une autre élection, ce sera pour les deux candidats qui restent, idée contre idée, de s'adresser à tous les Français. Parce que tous les Français ont exprimé quelque chose, pas simplement ceux qui ont voté Marine Le Pen. Et aujourd'hui, déjà, il y a ceux qui ont voté pour 8 candidats qui vont devoir faire un autre choix. Il y a ce que diront les états-majors, et il y a la question que les gens se posent. Je vous donne un exemple. En 2007, il y a des millions de Français qui ont voté Sarkozy, certains au premier tour, d'autres au deuxième tour, parce qu'ils ne voulaient pas voter pour Ségolène Royal, pour toute une série de raisons. Donc aujourd'hui, il y a des électeurs qui ont émis les votes les plus divers et qui vont s'intéresser à ce débat. Parce que quand on dit que les Français ne s'intéressent pas à la politique, on a vu le contraire. Ils ne sont pas restés à la maison. On a parlé des vraies questions, peut-être pas assez bien, peut-être pas suffisamment, peut-être pas toujours assez clairement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le candidat que je vais continuer à soutenir, moi, qui est passé 34 ans au Parti socialiste, qui était fidèle et qui suis toujours fidèle à ses idéaux, mais qui a été très déçu par le PS, très déçu par François Hollande, eh bien, aujourd'hui, je me retrouve totalement derrière Nicolas Sarkozy parce que je partage ses valeurs, je ne le diabolise pas. Déjà en 2007, d'ailleurs, j'avais refusé de le diaboliser. C'est pas quelqu'un qui rejette l'autre, c'est pas quelqu'un qui prône la discrimination, au contraire, mais j'ai entendu parler de discrimination, c'est une vraie question dans notre pays.
Hein. Bien sûr. Est-ce que la discrimination est un joker pour l'UMP, par exemple ? Je n'aime pas parler comme ça, parce que moi je n'aime pas qu'on instrumentalise de vrais problèmes. On ne peut pas passer de la discrimination à la victimisation. Il faut écarter ce genre de généralisation. Et pourtant, surtout que par contre, on doit la question de la ségrégation. On parle de coloriage. Est-ce que ça se pose en ces termes pour vous ? Bon, moi je pars déjà de l'idée que la France n'est pas fondamentalement raciste, même s'il y a des racistes en France. Même s'il y a des gens en France qui, comme d'ailleurs partout sur la planète, ont tendance à chercher les boucs émissaires de leurs propres problèmes, tout ça, ça existe. Mais quand on voit l'histoire de France, y compris l'histoire récente, on ne peut pas dire que la France ne soit pas en capacité de permettre à tout un chacun d'y trouver sa place. Par contre, oui, il y a des vrais problèmes qui ne sont pas réglés. Oui, la question de la ségrégation territoriale, je le sais, comme ancien maire de Mulhouse, n'est pas réglée. Oui, la question de l'accès à l'éducation n'est pas réglée. Regardez avec nous. Merci à vous. Ah, il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore. C'était une fausse alerte. Et donc, je termine juste ma phrase, je ne veux pas monopoliser la parole, d'autant plus que... Mais au fond, vous savez, c'est quand même beau la démocratie. Et là, il y a un vrai deuxième tour. Heureusement que tout n'est pas joué. Vous vous rendez compte, si c'était joué, mais ce serait d'un ennui total. Et les gens auraient le sentiment qu'on leur vole leur vote. Aujourd'hui, le jeu est complètement ouvert. Donc sur toutes les grandes thématiques, on va pouvoir débattre, proposition contre proposition. C'est maintenant, François Hollande. Et nous étions dans les intentions de vote entre 3 et 5 %. Aujourd'hui, ce qui se produit, c'est qu'il y a une force politique nouvelle de la gauche de transformation sociale et écologique qui a permis d'ailleurs de mettre dans le débat public de cette campagne un certain nombre de questions, comme le partage des richesses, comme la façon dont le peuple doit pouvoir compter face au marché financier. Je vous interromps puisque François Hollande s'apprête à prendre la parole depuis Tulle, en Corrèze. François Hollande, donc, qui a fait 28,6 % des voix selon nos estimations TNS Sofres. Nicolas Sarkozy, 27 % des voix. Merci. Voilà François qui s'est dit confiant. Il l'a dit à notre envoyé spécial Valérie Nataf il y a quelques instants. Messieurs, on l'écoute. Mes chers concitoyens, les Françaises et les Français se sont massivement mobilisés dans cette élection présidentielle, avec une participation rare, 80%. Plusieurs faits majeurs sortent de ce scrutin et ils sont incontournables. Le premier, c'est que je suis ce soir en tête du premier tour. Je veux remercier chaleureusement les électrices et les électeurs qui, par leur suffrage, m'ont placé dans cette position qui m'honore et m'oblige, la plus forte pour l'emporter. C'est un acte de confiance dans le projet que j'ai présenté devant les Français pour redresser notre pays dans la justice, pour maîtriser la finance, pour retrouver la croissance et l'emploi, pour réduire la dette, pour protéger notre industrie, pour promouvoir les valeurs de la République, pour préparer l'avenir et notamment la transition énergétique. Voilà ce que j'ai dit aux Français pendant des mois, avec constance, avec cohérence, et ils m'ont répondu ce soir en me permettant d'être aujourd'hui le mieux placé pour devenir le prochain président de la République. Le second fait majeur du scrutin, et il est sans appel, c'est que le premier tour représente une sanction du quinquennat qui s'achève et un désaveu du candidat sortant, dont le discours tout au long de ces derniers mois a fait le jeu de l'extrême droite.
car c'est le dernier élément qu'il faut regarder en face ce soir, c'est que jamais le Front National n'avait atteint un tel niveau dans une élection présidentielle. Même en 2002, où il avait été qualifié pour le second tour, il n'avait pas mobilisé autant de suffrages. C'est un nouveau signal qui appelle, à mes yeux, un sursaut dans la République et une compréhension, non pas des colères simplement, mais de ceux qui travaillent notre pays, dès lors qu'il n'est pas porté avec fierté sur ce qui doit l'élever et où il est parfois abaissé, amoindri. Et c'est ce qui s'est passé depuis 5 ans. Ce soir, je deviens, par le vote des Français, le candidat de toutes les forces qui veulent clore une page et en ouvrir une autre, où tous les atouts de la France seront mobilisés. Je pense à la jeunesse qui attend que lui soit enfin donnée toute sa place. Et je le ferai. Au terme de ce premier tour, je suis le candidat du Rassemblement pour le changement. Ce rassemblement doit être le plus large possible. Il concerne d'abord les forces de gauche et les écologistes, dont je suis aujourd'hui le représentant. Je salue les candidats du premier tour, Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly, qui ont appelé clairement et sans négociation à me soutenir pour le second tour. Je suis aussi le candidat de rassemblement de tous les citoyens attachés à une République enfin exemplaire, soucieux de l'impartialité de l'État, candidat de tous les Français qui veulent que l'intérêt général prenne le dessus sur les privilèges. Je mesure la responsabilité qui est la mienne. D'abord, réussir une alternance qui redonne confiance aux Français dans l'action politique et dans la morale publique. Ensuite, répondre aux inquiétudes légitimes, aux colères nombreuses que le scrutin a révélées, le chômage, la précarité, l'amputation du pouvoir d'achat, les inégalités qui se sont creusées, les rémunérations indécentes et l'insécurité qui frappe les catégories les plus exposées et notamment les plus pauvres. Enfin, ma dernière responsabilité, et je sais que je suis regardé au-delà des frontières de notre pays, c'est de réorienter l'Europe sur le chemin de la croissance et de l'emploi. Grâce à vous, ce soir, le changement est désormais en marche. Et rien, je dis bien rien, ne l'arrêtera. Il dépend désormais du peuple français. Et le choix est simple. Soit continuer une politique qui a échoué avec un candidat sortant qui a divisé, soit redresser la France dans la justice avec un nouveau président de la République qui rassemblera. Le 6 mai, je veux une victoire, une belle victoire, à la hauteur de la France, de son histoire et de son avenir. Et pendant tous ces jours qui me sépareront du second tour, je continuerai à rencontrer les Français, à les mobiliser et leur dire la fierté qui est la mienne de conduire cette campagne et qui sera, s'ils en décident, la fierté de conduire le pays comme président de la République. Merci. Je veux bien vous répondre à l'antenne là-dessus.
Sur Télésud, les élections ce soir, en partenariat avec TF1, que nous remercions. C'est sur Télésud, vous n'aurez nulle part ailleurs, c'est le cas de le dire, des images d'ici et d'ailleurs. Je voudrais vous laisser finir sur votre commentaire. Ensuite, vous aurez la parole, David Auerbach, Chiffret, total respect, sur ces résultats, sur ces pourcentages quand même, parce qu'on a beaucoup épilogué déjà sur l'élite, pas l'élite, Sciences Po, pas Sciences Po, les quartiers. Je veux polémiquer avec personne. Chacun... à sa part de vérité. Et moi-même, qui ai eu le parcours politique que j'ai rappelé tout à l'heure, je suis mal placé pour être sectaire. Mais je vous l'ai dit, je le répète, ce que j'ai vécu le plus dur dans ma vie politique, c'est quand le Front National dans ma ville est monté à plus de 30%. Et beaucoup, y compris de mes amis de l'époque, les socialistes, m'ont accusé, m'ont dit « c'est ta faute, t'as pas fait le job ». Pour la petite histoire, d'ailleurs, le seul qui m'ait défendu, c'était Mélenchon, qui m'a dit « allez voir sur le terrain ce qui se passe, et vous verrez, c'est pas si facile ». J'ai mis mon point d'honneur. Plutôt que de pleurer, plutôt que de dire « oulala, c'est terrible ce qui m'arrive », problème par problème, je dirais presque personne par personne, à renforcer les réponses que je pouvais apporter localement, bien sûr en lien avec les gouvernements successifs, hein, mais je vous assure, ce n'est pas une fatalité. Hein, et on ne règle pas le problème d'un score trop élevé du Front National quand il exprime quelque chose en partant dans une polémique en disant « c'est votre faute, c'est vous n'avez pas fait, vous n'avez pas dit, vous avez dit ». Alors là, je peux vous dire, Marine Le Pen, elle peut se frotter les mains. Non, il faut s'adresser aux personnes, à toutes les personnes. Il y a la désespérance également de gens qui n'ont pas voté pour le Front National, heureusement d'ailleurs, mais qui nous ont aussi fait passer un message. Et l'intérêt de la campagne du deuxième tour, entre Sarkozy et Hollande, hein, c'est de voir quelles seront les réponses qu'apporteront les uns et les autres. Alors, celui qui vous en avait donné conseil, Mélenchon. François Hollande que je vais répondre. C'est à M. Raffarin qui vient de s'exprimer. Alors répondez-lui. Et j'espère qu'il a bien compris. J'espère qu'il a bien compris que nous allons nous retrouver le 1er mai dans la rue avec nos syndicats et le 6 mai, nous allons nous retrouver d'une manière très forte et très mobilisée pour renverser la table européenne. Car la défaite de M. Sarkozy est une nécessité qui est attendue par toute la gauche européenne. Si nous ouvrons la brèche en France, eh bien, elle s'élargira ensuite dans le vote des Grecs, puis le vote des Allemands. Et c'est pourquoi nous allons assumer notre responsabilité, nous, le Front de gauche, qui sommes la force politique nouvelle, qui avons la clé du résultat. Et cette clé, je vous le garantis, elle sera là pour fermer la porte à M. Sarkozy. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Alors peut-être une réaction, puisque d'autres invités nous ont rejoints, notamment Najat Belkacem, qui est avec nous ce soir. On avait commencé une conversation avec vous, Clémentine Autain. On vient d'écouter Jean-Luc Mélenchon. La droite estime que le front de gauche, ou en tout cas ce qui représente cette coalition de gauche, ne va peut-être pas être suffisante pour remporter la victoire du Parti socialiste au second tour. Quels sont vos calculs à vous? Comment vous analysez ce regroupement des voix? C'est affaire de dynamique, et que la dynamique politique aujourd'hui, elle est à gauche. Je crois ça profondément, et surtout il le faut. Vous savez, quand on fait de la politique, on n'est pas là pour regarder dans le mar de café, mais pour savoir ce qui est souhaitable pour le pays. Et je voudrais répondre à Madame Morano très franchement, c'est que il se trouve que les réponses que vous apportez, y compris dans la logique du traité de Nicolas Sarkozy et Mme Merkel, c'est une logique qui produit des déficits publics. Pourquoi elle produit des déficits publics? Parce qu'elle conduit à la récession économique et elle creuse les inégalités sociales. C'est précisément ce que nous avons... Permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer. 9 plans de rigueur ont été imposés à la Grèce avec cette logique et le déficit grec a explosé. Il est passé... Vous n'avez rien sauvé du tout. Vous avez vu l'État... Vous êtes allé vous balader en Grèce, vous avez vu le taux de chomage, vous avez vu la pauvreté, c'est ça que vous appelez sauver Madame Pécresse? Absolument pas. Elle aurait pu faire faillite. David Ouabar-Chiffrin, vous vouliez réagir donc sur ces élections? Oui, et puis je voulais dire un mot à Monsieur Bockel. Qui n'est pas là. Qui malheureusement s'est enfui en courant. Enfui. Est-ce que c'est indiqué puisqu'il n'est plus là? Si nous parlions de ceux qui sont là. Je le taquinais, mais en tout cas j'aurais bien aimé qu'il soit là. Si vous voulez bien, je voulais faire une petite analyse de texte, très rapide, sur les propos de Madame Le Pen. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'elle enfile les perles. Elle dit vraiment des banalités. Il faut rendre aux Français le bonheur d'être Français, je suis la candidate de la France. Bon, il n'y a rien de très nouveau. Des banalités qui marchent? Des banalités qui marchent parce qu'il y a une espèce de martingale des Le Pen que je ne m'explique pas très bien, qui... Leur discours parle aux gens. Le discours, quand j'écoute son père, je me dis, leur discours parle, leur discours séduit. Et véritablement, c'est quelque chose aujourd'hui, je le dis sans jugement de valeur,
que la gauche, il me semble, n'arrive plus à faire. Il me semble que la gauche est un peu empesée, notamment, et encore une fois, sans être de manière basiquement anti-élite, c'est pas mon intention, mais c'est quand même, je souhaite simplement avoir un discours en tant que citoyen et en tant qu'associatif, notamment parce qu'aujourd'hui, pour réussir au PS, il faut avoir fait l'ENA, et grosso modo, on est bombardé aux responsabilités quand on a 30 ans. Je résume, je caricature, mais pas seulement. Il y a un problème aujourd'hui, la gauche ne fait plus monter aux responsabilités en son sein des gens qui sont issus du peuple. Et c'est des gens comme Madame Le Pen qui se retrouvent aujourd'hui à avoir cette martingale alors qu'elle-même n'est pas issue du peuple. Et juste, si ne feriez-vous pas aussi de commentaires si justement ces élites étaient des élites qui n'avaient pas eu le parcours qu'on attend des élites? J'ai pas un discours spécialement anti-élite. Oui. Je ne suis pas anti-ENA, je suis pas anti-élite. Je dis simplement que l'élite aujourd'hui en France se caractérise parce qu'elle est coincée, qu'elle ferme les portes, qu'elle tend à se transformer en caste. Et qu'aujourd'hui, vous ne trouvez plus de personnes issus du peuple, issus des classes moyennes, ou un mot dont j'ai horreur, mais que je prendrai ici pour faire simple, des couches populaires, aux responsabilités politiques. Et juste un autre point également, concernant la droite, je voudrais insister quand même, ou évoquer quelque chose que j'appelle un double discours, et j'en suis désolé, je ne veux pas être discourtois vis-à-vis de personnes pour lesquelles, par ailleurs, j'ai une sympathie personnelle, mais néanmoins, certes, Madame Fanfan, certes, d'autres personnes sont aux responsabilités, sont candidates aux législatives dans des circonscriptions qui sont perdues d'avance pour la droite, mais parallèlement, que voit-on malencontreusement? On pourrait dire autant pour certains candidats de la diversité à gauche d'ailleurs, mais en l'occurrence, puisque vous êtes là, chère Nathalie. Pour autant, il y a un double discours. Quand M. Bockel, qui vient de partir, veut casser la France-Afrique conformément aux engagements de campagne de 2007, il est expulsé dans l'heure sur le coup de fil d'un pétromonarque gabonais. Je vais laisser Nathalie Fanfan, qui est là, elle, réagir. Très rapidement, un autre point, s'il vous plaît. Il y a également un autre discours, c'est quand M. Guéant parle de l'inégalité des races, pardon, des civilisations, mais enfin c'est presque pareil. Pardon, vraiment. Il y a là-dessus quelque chose de très violent sur la diversité, et il faut saluer à nouveau, nous l'avons fait, nous le refaisons et nous le referons, la dignité, l'incroyable noblesse de la réponse de M. Letchimy. Nathalie Fanfan, je vous laisse réagir à la violence du cher, Nathalie. Deux choses. Cher David, très cher David. Parce qu'une terre est déjà acquise à la gauche, il ne faut pas y aller. Dès qu'un pétard explose quelque part, on court se cacher sous le lit, on ne fait rien. Il y a quelqu'un qui est à gauche en place et on ne va surtout pas se présenter. Et donc, on abandonne toutes les circonscriptions à la gauche. Propriété privée du Parti socialiste. Le combat, il doit être mené, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est mon choix. J'entends qu'il soit respecté. Quant à la réponse de M. Letchimy, qui a l'air de vous satisfaire largement, moi, je ne m'en satisfais pas. Parce que quand même, pour la démocratie, une telle violence au sein de l'Assemblée nationale, qui doit être justement un endroit où les gens se parlent ou s'entendent, même s'ils ne sont pas d'accord, moi, je n'appelle pas ça à faire preuve de démocratie. Si M. Letchimy souhaitait répondre à M. Guéant de quelque façon que ce soit, il aurait pu le faire de la façon la plus élégante possible. Parce que je pense que la langue française est assez belle pour pouvoir relever quelqu'un, comme on dit, sans avoir à éructer comme il l'a fait au sein de l'Assemblée nationale. Donc nous ne sommes pas d'accord sur ces deux points-là, j'en ai terminé. Nala Sangaré. Alors, la France-Afrique et M. Bockel, M. Bockel étant parti, il ne m'a pas nommé porte-parole, donc je ne vais pas répondre à sa place. Voilà. Merci de ne pas je suis membre de l'UMP. Empêcher la jeunesse de parler. Alors, l'élite de demain, vous avez la parole, Nala Sangaré. Nous vous écoutons. J'écoute, justement, comme je suis encore la plus jeune, et je prends note. C'est-à-dire que il y a des choses positives comme il y a des choses négatives, et nous, en tant que jeunes, on essaie de suivre les exemples. Donc, Quels sont les bons exemples pour la jeunesse aujourd'hui, justement? C'est de pouvoir arrêter de s'inférioriser, de prendre en considération le fait qu'on peut y arriver, mais que c'est l'union qui fait la force. Et comme vous le disiez tout à l'heure, la diversité, elle est très diverse, justement. Et comme je le disais encore tout à l'heure, la minorité, oublions ce mot. Avec notre association SDN, on cherche vraiment à faire le lien entre l'Afrique et l'Europe, mais de manière équitable. Comment comptez-vous y arriver? On attend pour ça l'élu qui nous entendent. On leur a envoyé justement une lettre avec des questions propres à l'immigration, à mon niveau, au niveau de l'insertion des étudiants.
et faire en sorte aussi, parce que personnellement, j'ai eu la chance d'aller à l'étranger pour faire une partie de mes études, mais qu'en est-il de mes frères et sœurs et de tous mes collègues étudiants qui ont ces difficultés à pouvoir justement aspirer à faire des stages dans des vraies entreprises, des entreprises qui sont parfois même dans nos pays d'origine. Pourquoi on ne nous reçoit pas? Des questions de ce genre. Vous voyez, pas simplement penser à nous ici, enfants de l'immigration, mais penser à nos frères et sœurs restés là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux à leur niveau? Voilà, c'est vraiment un échange. Quand vous voyez la classe politique aujourd'hui et les personnes issues de la diversité en politique et les échanges qu'il y a sur ce plateau, par exemple, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai une fierté déjà, d'une part, puisque on ne se place pas forcément d'un côté, le côté caricaturé qu'on aurait de la lutte ou vraiment du côté négatif de la lutte, mais plutôt dans les différents partis, parce que il y a une diversité, il y a des opinions qui sont diverses même en tant que noirs, et on attend des retours de ceux-ci, et on les prend comme exemple en tout cas. Ansel Maxence. Donc merci beaucoup, et je vais à votre suite dire tout simplement que j'ai entendu les autres, et en effet quand on regarde aujourd'hui la caste, comme il a utilisé l'expression, cette élite, ces gens qui forment une caste aujourd'hui, qui ont du mal à faire monter d'autres personnes, ça c'est réel, il faut aussi le dire. Bon, maintenant, en effet, il y a des gens qui font des choses magnifiques dans les associations. Pourquoi aujourd'hui on retrouve souvent les gens de la société civile ou des associations qui vont en politique? C'est tout simplement parce qu'ils ont le sentiment que le combat qu'ils mènent sur le terrain n'est pas entendu. Et du coup, à un moment donné, ils se disent, bah, tiens, si je prenais cette casquette, peut-être j'irais à cette échelle où on décide mieux, où on décide les choses, et comme ça, on sera plus entendu. Moi, personnellement, j'ai dit tout à l'heure que nous étions au mouvement démocrate avec François Bayrou sur un humanisme rationnel. Moi, j'ai envie que dans cette France, qu'on n'ait plus d'un camp qui va se passer pour celui qui porte plus les valeurs du mérite ou de la liberté d'entreprise, et de l'autre camp, les valeurs du partage et de la justice sociale. Je pense que tout ça, c'est complémentaire. On peut arriver à faire tout ça sans forcément être dans une opposition stérile, sans forcément arriver à cliver. Tout à l'heure, j'ai dit que le Front National est allé sur les terrains sur les questions des personnes qui souffrent, sur la laïcité, sur ceci, et du coup à contourner en laissant parce qu'il faut lire un peu la campagne de Marine Le Pen. Dans un premier temps, elle a oublié leur question, l'immigration n'a pas tapé dessus, elle a essayé de contourner, et elle est revenue fortement là-dessus quand Mélenchon s'est mis à taper sur elle. Donc, moi, je dis qu'il faut faire très, très attention, parce que là-dedans, ce sont les frustrations qui font, à mon sens, qui font que les gens, à un moment donné, ils ont l'impression d'être pas compris par la gauche, par la droite, et alors il y a quelqu'un, alors ils font un vote de révolte, et du coup on a Marine Le Pen, sauf que les idées, elle arrive à enraciner son mouvement, elle arrive fortement à le faire, et donc moi j'estime que la France aujourd'hui, certes, il y a la diversité, mais nous devons plus penser aussi à en vivre ensemble. Je pense que nous tous, nous devons apporter quelque chose. Et ce plateau, c'est une chance, enfin, c'est l'exemple même, puisque nous sommes tous, on va dire, on a l'UMP, l'autre à l'UMP, l'autre à gauche, l'autre la société civile, la vie associative. Moi, je suis au mouvement démocrate, c'est très bien, mais qu'on continue à nous battre fortement, parce qu'on ne va pas aussi faire comme si, parce que nous sommes là, il n'y a pas de problème de discrimination, même au sein de ces partis-là. Donc, c'est un travail. Et ces discriminations qui peuvent nous toucher, peuvent aussi toucher les handicapés, peuvent aussi toucher les homosexuels. Donc c'est pour cela que je pense que dans chaque politique, la politique de société idéale de ce pays, face aux différentes crises qui nous assomment, serait plutôt qu'on arrive à parler un peu du vivre ensemble, de voir comment chacun apporte l'effort, qu'on n'ait pas à stigmatiser les autres comme les assistés, qu'on sache que même quand on est assisté, c'est un coût, et que quelque part il faut peut-être aider l'entreprise. On a parlé de l'apport énorme de la diversité. Combien de gens de la diversité créent des entreprises? On le sait. Et on sait que quand on crée une entreprise, on paye des charges, et puis quand on salarie des gens, ces gens-là aussi, par la même occasion, payent des charges. C'est toutes ces choses-là qui aident, qui participent à l'effort de ces aides-là. Donc, il faut amener tout le monde là-dessus. On ne peut pas continuer. Et moi, mon espoir, puisque le premier tour, c'est fait,
nous allons au second tour. J'espère qu'on n'aura plus des questions du halal, on n'aura plus des questions d'immigration, on n'aura plus des questions de prière, on n'aura plus toutes ces questions et que véritablement, il serait enfin temps qu'on parle des vraies questions de la France, de l'Europe et surtout aussi de l'international, parce que ça, c'est un côté qui a été oublié dans cette campagne électorale. Mais peut-être que s'il y a des misères devant la porte de chacun, personne ne cherche à savoir ce qui se passe chez les voisins. Louis-Georges Jeuthin, alors la société civile rentrant en politique, une passerelle logique ou des fins inavouables peut-être, une manière comme ça. Que pensez-vous de cela, hein? Oh, je pense qu'il y a toutes sortes de trajectoires qui sont possibles. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je pense que le grand gagnant de cette élection, c'est le Front National. Le Front National a quand même multiplié son score par 2 par rapport à 2007. Je ne vois d'ailleurs aucune raison de se réjouir ni à droite ni à gauche. Chacun spécule bien sûr sur sa victoire. En même temps, il y a une défaite pour la France républicaine. Donc je crois qu'il faut le dire. Je crois que chacun prétend être heureux, mais personne ne combat véritablement le Front National, je le répète. À droite, on a couru derrière le Front National, voilà ce qui se passe. À gauche, on ignore le Front National, voilà ce qui se passe. Donc il y a ce travail de terrain qui est fait au quotidien, avec des moyens très limités, par des gens de bonne volonté qui ne sont pas reconnus. C'est pour ça que certains, effectivement, vont en politique, et pourquoi pas. Simplement, moi, je dis qu'il y a là une faillite générale, une croissance du Front National d'élection en élection, et il est temps de tirer la sonnette d'alarme, parce qu'aujourd'hui, rien ne va plus. Les inégalités ont augmenté comme elles n'ont jamais augmenté dans ce pays. Mais la crise n'explique pas tout. Pensez-vous que les hommes et les femmes politiques ont finalement raison de se concentrer sur ce qu'ils voudraient faire eux et non pas se concentrer sur ce que voudrait faire autrui parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils voudraient faire eux. Là, en l'occurrence, regarde ce que vous dites, il faudrait en réalité que les gens oublient leur programme et regardent que fait le Front National, que ne fait pas le Front National. Or, ils n'ont pas vocation à cela, ce n'est pas pour cela qu'ils sont rentrés en politique. C'est pas ça la question en fait du Front National. Oui. La question de l'identité nationale qui a été si fortement posée, moi c'est un sujet qui me paraît important. Mais comment va-t-on y répondre? Est-ce que l'identité nationale de ce pays, c'est une question des étrangers contre les Français qui serait vrai? Est-ce qu'il y a des Français de souche et des Français de branchage? Ça n'existe pas. Donc la vérité de cette identité nationale, c'est une identité multiple, avec des gens de toutes origines, et c'est ça que les gens veulent savoir. Et quand effectivement les gens plébiscitent quelqu'un comme Yannick Noah, ils plébiscitent un film comme dans quelques secondes, Nicolas Sarkozy a son QG de campagne. C'est ça la réponse. Voici la réponse. À Paris, devant les militants UMP. Je vous rappelle que le score de Nicolas Sarkozy est de 27% d'après nos estimations TNS-Sofres. François Hollande, lui, est à 28,6% des suffrages, tandis que Marine Le Pen est à 18,3% selon les dernières estimations que nous avons en notre possession. Mes chers compatriotes, avec une participation supérieure à 80%, les Français ont pris la mesure du choix historique qu'ils ont à faire pour l'élection présidentielle. Les Français ont fait un acte de civisme et en agissant ainsi, ils ont démenti toutes les prédictions et déjoué tous les pronostics. Les Français ont exprimé un vote de crise, témoignant de leurs inquiétudes, de leurs souffrances et de leurs angoisses face à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Ces angoisses, ces souffrances, je les connais. Ces angoisses, ces souffrances, je les comprends. Elles portent sur le respect de nos frontières, la lutte déterminée contre les délocalisations, la maîtrise de l'immigration, la valorisation du travail, la sécurité pour eux et pour leurs familles. Je sais que dans ce monde qui bouge si vite, le souci de nos compatriotes de préserver leur mode de vie est la question centrale de cette élection. Les deux candidats désignés pour le second tour par les Français ont maintenant un devoir de vérité
et un devoir de courage. Nul n'aura le droit de se dérober. Le moment crucial est venu, celui de la confrontation des projets et du choix des personnalités. Il s'agit de désigner celui qui aura la responsabilité de notre pays et qui devra protéger les Français pour les 5 années à venir. J'ai exercé pendant 5 ans cette fonction. Je vous prie de me croire, j'en mesure le poids et j'en connais les devoirs. Ces 2 semaines qui viennent doivent permettre à chacun d'entre vous de faire un choix dans la clarté. Tout doit être débattu, sans hypocrisie, sans esquive, sans faux fuyant. C'est pourquoi je propose que 3 débats soient organisés entre les 2 candidats, portant sur les questions économiques et sociales, sur les questions de société et sur les questions internationales. Les Français ont le droit à la vérité et à la clarté. Nul ne pourra se dérober. Chacun alors pourra faire son choix en toute connaissance de cause. Je vais aller à votre rencontre. Je préciserai encore mes engagements. Je vous prie de me croire. J'y consacrerai toute l'énergie dont je suis capable. J'appelle tous ceux qui refusent la fuite en avant dans les dépenses publiques sans aucun contrôle et qui ne veulent pas que la France connaisse le sort de tant de nos voisins européens aujourd'hui emportés par la crise. J'accueillerai tous ceux qui souhaitent se rassembler autour de mon projet. Je le ferai sans aucun esprit partisan, car c'est au peuple français, à tout le peuple français que je veux parler. Je souhaite remercier tous ceux qui m'ont soutenu dès le premier tour. Grâce à leur mobilisation, nous pouvons aborder le second tour avec confiance. Et j'appelle maintenant tous les Français qui mettent l'amour de la patrie au-dessus de toute considération partisane ou de tout intérêt particulier à s'unir et à me rejoindre. Vive la République et vive la France. Voilà le discours à l'instant de Nicolas Sarkozy. 28,6% pour le PS avec François Hollande en tête, 27% pour Nicolas Sarkozy que vous venez d'entendre, 19% pour Marine Le Pen. La surprise des surprises pour tout le monde. Quelqu'un disait sur ce plateau, c'est elle qui a gagné ce premier tour. 10,8% pour Jean-Luc Mélenchon et 8,9% avec François Bayrou, 2,1% Eva Joly. Mais Nicolas Dupont-Aignan, 1,7%, 1,2% pour Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, 0,5%, 0,3%, Jacques Cheminade. C'est sur Télé Sud, des images en partenariat avec TF1. Nos invités se suivent, se succèdent sur ce plateau où nous commentons ces élections ce soir. Merci de faire circuler l'information. Nous allons finir avec votre intervention, Jean-Louis Georgetin, pardonnez-moi. Et ensuite, Romuald Somo, j'aurais voulu vous laisser réagir. Oui, moi je constate que les stratégies qui ont été développées pour mettre à bas le Front National ont échoué. À l'UMP qui était au pouvoir, on voit bien aujourd'hui, moi je vais dans les banlieues, je vais dans toute la France, en province, dans les villes, dans les campagnes. Les gens me disent, aujourd'hui on ne sait plus c'est quoi la différence entre le Front National et l'UMP. Il y avait la question de l'euro. Marine Le Pen disait qu'il faut sortir de l'euro, ça faisait une différence, mais elle dit plus tellement ça. Donc aujourd'hui, les repères sont brouillés. Je ne sais pas quel bénéfice le Front National en retire. Je crois qu'il est important. On voit bien que pour l'UMP, ce n'est pas une solution. Donc je crois qu'il est temps que l'UMP comprenne que ce n'est pas en allant vers les extrêmes qu'ils vont gagner quoi que ce soit. Aujourd'hui, la leçon est claire. Romuald Somo, est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger sur finalement cette recette qui marche, quand bien même le parti ne serait pas le parti plébiscité par tout le monde, notamment par les gens de la diversité. On voit bien que c'est une formule qui marche, tout le monde l'a dit et redit sur ce plateau. Pourquoi est-ce que les autres partis finalement ne reprennent pas ce schéma? Mais écoutez, je vous remercie de me passer la parole. Je vais parler sur la vigilance d'une amie combat, donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de l'UMP. Je suis sous surveillance, voilà.
j'ai des amis à l'UMP, hein, comme Koumba par exemple, ou Ramayad, elle sait. Donc, je voudrais dire que M. Sarkozy nous a donné un signal, même si on l'a appelé instrumentalisation, en nommant des personnes de la diversité quand il arrive au pouvoir. J'espère que le PS ne va pas va aller dans la même lancée. Ceci dit, je voudrais quand même dire que avoir M. Patrick Buisson, même si il a été ces 3 derniers mois, comme on le disait en off tout à l'heure, il a été comme spin doctor, justement, courir, comme l'a dit M. Georges Ten tout à l'heure, courir après Marine Le Pen ne pouvait donner que ces résultats. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, et nous avons écouté tout à l'heure M. Sarkozy nous redire combien ces lignes directrices de la campagne seront encore l'immigration, la question des frontières. Donc, il y a une bonne raison de nous inquiéter parce que l'immigration, les immigrés doivent cesser d'être les boucs émissaires des problèmes économiques de ces pays. Ça, c'est le cas de le dire. Pour finir rapidement, il ne reste plus qu'à peine 5 minutes. Monsieur, vous êtes journaliste, blogueur, vous aviez des choses à nous rapporter sur ce que vous avez entendu en deuxième partie de cette édition spéciale. Donc, je suis Alain Jules, hein, voilà. J'allais en venir. Donc, en fait, ce qui se passe, on a vu tout à l'heure, on a entendu Sarkozy parler tout à l'heure. Donc, il reste dans les fondamentaux du FN. Les choses sont claires. C'est-à-dire que Claude Guéant, depuis qu'il est au ministère de l'Intérieur, a été le VRP du Front National. Il ne faut pas oublier que la droite au pouvoir, ça fait 10 ans. C'est la droite qui devait régler le problème du Front National. Or, la droite court derrière le Front National. C'est-à-dire que c'est la même dialectique morbide. Et au jour d'aujourd'hui, on voit le résultat. Il a bien précisé tout à l'heure que l'UMP ne gagne pas de points en faisant les mêmes discours que le Front National. Alors, où va la France ? Parce que c'est ça la vraie question. Si on laisse cette latitude au Front National, parce qu'il parlait de Besson tout à l'heure, ce sont des transfuges de l'extrême droite, il ne faut pas l'oublier. Sarkozy les recycle. Donc, que voulez-vous ? La France va à volo, ça c'est clair. Pour finir, Hervé Lado, Association des anciens de Sciences Po. Oui, alors, lorsqu'on écoute le discours du président Sarkozy, il y a quelque chose, absolument pas sympathique, hein, c'est-à-dire lorsqu'on voit ce virage on pouvait s'y attendre en fait, ce virage vers des questions de sécurité et d'immigration, c'est un signal fort, très négatif pour les étrangers. En même temps. Pas inattendu, parce que vu le score en plus du Front National, on pouvait très clairement s'y attendre. Mais je vais ajouter quelque chose, c'est que lorsqu'on regarde les programmes en fait, le programme de l'UMP notamment sur cette question-là, sur la question des étrangers, c'est-à-dire durcir les conditions de regroupement familial, et puis adosser l'aide publique au développement sur le nombre de l'engagement du pays à accueillir des refoulés. J'espère qu'aucun pays africain normalement constitué ne va signer cette affaire-là. Parce qu'il faut à un moment donné défendre aussi les intérêts pour ce qui est des pays africains, et ne pas seulement regarder sous le prisme des intérêts de la France. Alors, pour finir rapidement, l'UMP sur le plateau quand même, Koumba Djoukane. Je voudrais juste vraiment parler de bilan, parce qu'on dit beaucoup de choses, des on-dit, des rumeurs, des coups de fil qui ont été passés. Je pense qu'à un moment, il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait. Bon, vous avez parlé, monsieur, de la différence entre le Front National et l'UMP. Moi, je vois Marine Le Pen soulever des questions sans donner de solution. Nous, on donne des solutions. Deuxième point, vous parlez de l'aide publique au développement. L'aide publique au développement, c'est la première fois qu'elle franchit la barre des 10 milliards sous Nicolas Sarkozy. Et quand vous parlez de refoulés, Nicolas Sarkozy a donné comme priorité dans l'aide publique au développement le pourcentage le plus important depuis des décennies et des décennies à l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire 54% de l'aide publique au développement qui est réservée à l'Afrique subsaharienne. Je parle de chiffres, je parle de faits. Je ne parle pas des rumeurs et des on-dit et de ce qui circule dans les quartiers UP ou bien dans les quartiers difficiles de la France. Voilà ce qu'on a fait. Très bien. Lorsque Nicolas Sarkozy demande au CSA de publier des chiffres pour la représentativité des personnes issues de la diversité à la télé ou au cinéma, vous n'en parlez pas. Et la gauche ne l'a jamais fait. Alors voilà. Non, mais je vous dis juste une chose. Moi, je parle de chiffres, je parle de ce qu'il a fait. Je ne suis pas en train de raconter des ragots. C'est Gado Kouré. Très bien. Le micro.
Oui, mais contrairement à ce que vous dites, moi je pense qu'il y a plus une surreprésentation d'autres opinions que l'opinion de l'UMP. Moi, je voulais dire simplement que moi, je suis très content ce soir, très fier ce soir, qu'il y a des jeunes qui finalement s'aperçoivent plusieurs décennies après, contrairement à cette pensée unique qui voulait dire que la diversité à gauche, mademoiselle, vous venez de démontrer clairement que désormais, il n'y a pas un camp qui est mieux que l'autre. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, Lady, si vous me permettez, c'est d'avoir une pensée aujourd'hui pour le Mali, qui est mon pays d'origine, qui souffre beaucoup en ce moment et qui traverse une période difficile. Je voudrais m'adresser, parce que je sais que Télé Sud est reçu, que les Maliens regardent beaucoup cette télévision, dire que nous sommes avec ce peuple, nous sommes avec cette population qui souffre dans le Nord, et que j'en appelle à l'opinion publique, j'en appelle à vous ici, j'en appelle à tous les Africains épris de paix et de liberté, que le peuple malien a besoin de vous. Merci à vous tous qui avez participé à cette émission. Merci d'avoir accepté d'être présent à cette rencontre électorale. Merci à vous qui avez été fidèles à nos programmes sur Télé Sud. Je voudrais vous rappeler que cette émission a été réalisée par Djouman Yevou et Nabi Ketouré au son. Je n'oublie pas Janine Zinc, toutes les femmes qui mettent la main à la pâte, n'est-ce pas? Ceci sous la direction du maestro Louis Kemayou, directeur de l'information sur Télé Sud. Merci de rester avec nous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans notre édition de Lady vous écoute demain. Bien sûr, nous parlerons de politique. Au revoir.